Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui à l'identité nationale de santé. Nous avons prévu un programme riche où nous partagerons avec vous toutes les actualités et les dernières informations sur l'INS. Au sommaire de notre émission, le téléservice INSI, le Ségur du numérique en santé, l'opposabilité du package d'implémentation INS, l'identito-vigilance, le déploiement ainsi que des témoignages d'industriels et de structures utilisatrices. Nous avons souhaité rendre ce moment interactif. Vous pourrez donc tout au long de notre actu vous poser toutes vos questions en vous connectant sur evals.fr, code Sésame. Vous voyez les diapos qui s'affichent à l'écran. Je vous invite donc à vous connecter sans attendre et nous traiterons toutes vos questions en direct. Enfin, nous traiterons certaines de vos questions en direct et dans tous les cas, toutes vos questions comme habituellement. Vous retrouverez comme toujours la synthèse des questions et leurs réponses sur notre espace industriel. Nous verrons donc en première partie de notre émission la place de l'INS dans le numérique en santé et Ma Santé 2022, mais aussi le téléservice INSI et ses fonctionnalités, les différents livrables à intégrer pour les éditeurs et nous terminerons par un point sur le déploiement et l'accompagnement. Alors pour intervenir sur tous ces sujets, j'ai avec moi sur le plateau et en duplex Raphaël Beaufret de la délégation ministérielle au numérique en santé. Bonjour. Annika Diniz et Grégory Guazzelli en duplex de la CNAM. Elsa Créache de l'Agence du numérique en santé et Sébastien Houget du GIE Sésame Vital. Entrons donc dans le vif du sujet et débutons par les raisons qui ont motivé l'introduction de l'INS, l'identité nationale de santé. Alors Raphaël, la question est dans l'intitulé « Pourquoi l'INS ?» Alors, l'INS, vous le savez, c'est un des piliers de la feuille de route du numérique en santé. Il y a deux raisons principales qui ont motivé l'introduction de l'INS. C'est d'abord l'interopérabilité. On ne peut pas recevoir correctement des données si on ne sait pas identifier correctement le patient avec confiance, et c'est ça qui va permettre de faire gagner du temps à ceux qui sont destinataires des données de santé. On ne peut pas non plus, par exemple, partager les données avec le patient via la messagerie de santé citoyenne si on n'a pas l'INS. Donc c'est pour cet enjeu d'interopérabilité d'abord qu'on a introduit l'INS, et puis un enjeu très fort dont on aura l'occasion de reparler aujourd'hui, qui est l'identito-vigilance. L'INS va nous aider à réduire les erreurs sur les identités qui peuvent parfois conduire à des erreurs de prise en charge. Et donc l'INS, c'est vraiment essentiel, et c'est pour ça qu'on met le paquet sur l'INS, et c'est notamment une des choses qu'on a aussi voulu faire avec le Ségur numérique dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Merci Raphaël. Nous reviendrons effectivement en détail tout à l'heure sur les financements Ségur. Et je me tourne maintenant vers Annika Diniz et Grégory Guazzelli de la CNAM. Bonjour. Pouvez-vous nous préciser les fonctionnalités et le fonctionnement du téléservice INSI ? Bonjour à tous. Oui, les principales fonctionnalités du téléservice qui a été développé par l'assurance maladie et qui est donc un téléservice qui est intégré dans les logiciels des établissements de santé et des professionnels de santé sont en fait des fonctionnalités qui déclinent le cadre d'usage qui est défini dans le référentiel de l'identité nationale de santé. Ce téléservice, en fait, décline toutes ces exigences qui ont fait l'objet d'un arrêté. Et le téléservice s'inscrit comme le service officiel qui permet la fourniture de l'identité nationale de santé pour référencer les données de santé. Donc, il permet à la fois, d'une part, la récupération et aussi la vérification de l'INS d'une personne dans le cadre d'un parcours de soins ou dans le cadre d'une prise en charge dans le médico-social. Grégory, peut-être tu peux compléter ? Oui, tout à fait, Annika. Alors, voilà la slide qui va nous présenter le téléservice et les opérations qui sont fournies. Donc, en fait, le téléservice propose 4 opérations. Selon la déclinaison qui vient d'être indiquée, 2 opérations de récupération, de recherche si vous préférez, qui sont unitaires, et sur la base de modalités de recherche par saisie des traits d'identité, ou bien par l'usage le plus courant de l'utilisation de la carte vitale. Donc ça, c'est comment rechercher l'INS et le récupérer via le téléservice INSI, et notamment les opérations donc de vérification, dont une est unitaire et une est par lot,
et donc qui permettront, dans un second temps, à partir du moment où vous avez récupéré une identité INS, de vérifier, de soumettre ces éléments récupérés préalablement et de s'assurer que la qualité de vos données est toujours au rendez-vous et qu'il n'y a pas besoin de refaire une recherche supplémentaire via le téléservice. Voilà. Et à quoi correspond le matricule INS? En quoi l'INS est-il différent du numéro de sécurité sociale? Très bonne question. En fait, on parlera plus précisément, alors communément on l'appelle numéro de sécurité sociale, mais intrinsèquement c'est le NIR, le numéro d'inscription au répertoire de l'état civil géré par l'INSEE, qui nous est attribué à la naissance et qui est diffusé bien plus tard. Mais ici, dans le cadre de l'INS, ce ne sera pas, donc c'est un matricule qui sera utilisé justement pour identifier l'individu, et non pas comme le cas qu'on peut avoir dans le cas de l'assurance maladie quand on remplit une feuille de soins, où c'est le matricule, donc le numéro de sécurité sociale du papa ou de la maman, qui vont permettre justement de se faire rembourser dans le cas où vous le remplissez pour vos enfants. Là, le matricule INS est le matricule de l'individu. C'est une différence fondamentale, justement, parce que ça permet d'identifier l'individu et dans le cadre de la prise en charge qui a été indiquée précédemment. Voilà. D'accord. Cela veut donc dire que tout le monde dispose d'une INS, Raphaël? Alors, la très grande majorité des citoyens français disposent d'une INS. Il y a certaines personnes qui seront prises en charge sur le territoire, par exemple des étrangers qui sont en visite, qui ne disposeront pas d'INS. Ça devrait représenter quelques pourcents, et donc dans ces situations-là, il faudra faire sans INS. Mais en tout cas, pour la majorité des personnes qui seront prises en charge, il y aura bien un identifiant national de santé. Absolument. D'accord. Et du coup, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir utiliser l'identité nationale de santé? Alors, il y a une première condition qui est d'être un acteur de la prise en charge et de participer à la prise en charge du patient concerné. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de diffuser les données d'identité des personnes en open data. Et c'est vraiment dans le cadre de cette prise en charge que l'identité nationale de santé doit être récupérée et validée. Alors, il y a l'étape de récupération qui constitue à l'étape de recherche, donc au téléservice INSI qui vient d'être présenté par Annika et Grégory. Mais il y a une deuxième étape qui est très importante, qui est l'étape qu'on a appelée l'étape de validation. Et c'est seulement quand on aura ces deux étapes, récupération et validation, qu'on pourra considérer que l'identité est qualifiée et qu'elle pourra donc être partagée en aval dans le parcours de santé. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette étape de validation? C'est une étape qui ne doit avoir lieu qu'une première fois. Ce n'est pas nécessaire de faire cette validation avec le même niveau pour des prises en charge ultérieures. Et c'est une validation qui va consister en vérifier notamment le titre d'identité de la personne lorsqu'elle vient physiquement, avec une processus d'identitovigilance qui est décrit dans le référentiel national d'identitovigilance. Et on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard avec les nouveaux moyens comme l'application Carte Vitale. Il y a des nouveaux moyens numériques qui permettront de faire la même chose, mais à distance, et donc d'avoir ce niveau de confiance pour permettre la validation de l'identité. Donc récupération plus validation égale qualification. Et quand on a qualifié l'INS, on peut partager l'INS en aval dans le parcours de santé. D'accord. Les éditeurs ont donc plusieurs travaux à effectuer, c'est-à-dire pour les logiciels référentiels des identités, l'intégration du téléservice INSI sur la base du package d'intégration mis à disposition par le GIE Sésame Vital, mais aussi la gestion de l'INS d'un point de vue fonctionnel. Sur la base des documents de l'ANS, c'est-à-dire le référentiel, le guide d'implémentation et aussi le référentiel national d'identitovigilance. Je m'adresse donc maintenant à Sébastien et Elsa. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces travaux ? Effectivement, il y a plusieurs chantiers à mener pour les éditeurs. Le premier grand chantier, c'est l'intégration du téléservice INSI. Et pour cela, les éditeurs doivent s'appuyer sur le package d'intégration qui est mis en disposition en téléchargement sur l'espace industriel du GIE Sésame Vital. Et ensuite, faire valider leur logiciel par le CNDA, le Centre national de dépôt et d'agrément. Le CNDA est l'organisme qui est en charge d'autoriser les éditeurs sur l'utilisation des téléservices de l'assurance maladie. Elsa, des précisions peut-être sur les travaux d'implémentation sur la base des documents de l'ANS ? Oui, en complément de ces travaux dont vient de parler Sébastien sur l'intégration du téléservice INSI, les éditeurs ont un travail pour implémenter l'INS dans leurs solutions. Implémenter l'INS, ça veut dire en fait gérer l'identité, et en particulier l'identité nationale de santé, conformément aux règles et bonnes pratiques d'identitovigilance en vigueur.
C'est ce qu'on appelle l'implémentation. Pour cela, les éditeurs ont à disposition le guide d'implémentation INS, qui est vraiment le document de référence pour développer des logiciels INS compatibles. Troisième étape, au-delà de l'intégration et de l'implémentation de l'identité nationale de santé, il faut aussi diffuser cet INS et le diffuser en respectant les standards d'interopérabilité, donc pour que l'INS se propage de logiciel en logiciel sur toute la chaîne de prise en charge de l'usager. Je reviens peut-être juste un instant sur le guide d'implémentation, puisque c'est un document qui a été publié, rendu opposable récemment, en juin de cette année. Donc, ce guide d'implémentation a été rédigé en parallèle du référentiel national d'identito-vigilance. C'est vraiment deux documents qui agissent en miroir, l'un plutôt métier, l'autre plutôt à destination des éditeurs. Donc, le guide d'implémentation est désormais opposable, ainsi que le référentiel national d'identito-vigilance, car ils ont été annexés au référentiel INS V2. C'est la nouvelle version du référentiel INS qui permet, entre autres, l'identification électronique à INSI par certificat logiciel. Ce guide d'implémentation, il est donc valable pour tous les éditeurs, quel que soit le secteur, professionnels en ville, établissements sanitaires, établissements de santé, structures médico-sociales. Et c'est ce guide d'implémentation qui nous a aussi servi de référence pour rédiger les DSR, les dossiers de spécification de référencement dans le cadre du Ségur, dont on parlera un peu plus tard. Ouais. Merci Sébastien Elsa. Et effectivement, nous verrons en détail tout à l'heure les financements Ségur. Mais abordons maintenant le référentiel national d'identito-vigilance avec Manuela Oliver. Manuela, bonjour. Vous êtes experte en la matière. Pouvez-vous nous fournir toutes les explications sur l'objet et le contenu du RNIV ? Oui, bien sûr. Alors, je voulais préciser en préambule, il faut bien garder présent à l'esprit que le projet INS, ce n'est pas uniquement un projet informatique ou technique. Il y a une partie très importante qui est plutôt métier et qui va toucher à l'organisation de l'accueil de l'usager et plus généralement à l'organisation de l'identito-vigilance au sein des structures sanitaires, médico-sociales en ville. Comme l'a rappelé Raphaël tout à l'heure, pour être utilisé, l'INS doit être qualifié. Cette qualification, outre l'appel au téléservice INSI, nécessite que le professionnel s'assure de l'identité de l'usager en respectant des procédures d'identito-vigilance. Et donc, le référentiel national d'identito-vigilance, ou RNIV, fixe les exigences et recommandations en termes d'identification des usagers dans les différents secteurs de la santé afin de maîtriser les risques dans ce domaine. Il a été rédigé courant 2020 par des représentants du Trois-Rives ou réseau des référents régionaux en identito-vigilance, car un certain nombre de professionnels de terrain, un certain nombre de régions avaient remonté le besoin de se doter de règles nationales en matière d'identito-vigilance. Ce référentiel a été rendu opposable à tous, éditeurs, usagers, professionnels, début juin 2021, comme vient de le préciser Elsa. Et les exigences du référentiel ont bien sûr été reprises dans le guide d'implémentation. Alors, les impacts du RNIV pour les professionnels ne doivent pas être négligés. Et je voulais donner ici 3 exemples à titre d'illustration. Premier exemple, le RNIV impose l'utilisation de statuts de l'identité qui permettent d'attribuer un niveau de confiance à une identité numérique en fonction de la manière dont elle a été créée et des modalités de vérification de l'identité de l'usager. Est-ce que le téléservice a été appelé ? Est-ce qu'une pièce d'identité à haut niveau de confiance a été vérifiée ? Deuxième exemple, le RNIV introduit également de nouveaux champs pour l'identité dont l'utilité et l'objectif peuvent être complexes à appréhender au premier abord. Les logiciels doivent désormais gérer 3 champs prénoms. Le premier prénom, la liste des prénoms, le prénom utilisé, et 2 champs noms, le nom de naissance, le nom utilisé. Les professionnels vont donc devoir apprendre à utiliser ces nouveaux champs. Enfin, dernier exemple, la vérification de l'identité à l'aide d'un dispositif d'identification de haut niveau de confiance, une carte d'identité par exemple, est exigée pour pouvoir valider une identité et qualifier l'INS. Certains professionnels en milieu libéral peuvent par ailleurs être hostiles à l'introduction du nom et du prénom de naissance, car ils ont l'habitude d'utiliser plutôt le nom d'usage et le prénom d'usage dans le dialogue soignant-soigné. Ils doivent être rassurés. L'arrivée de l'INS ne va pas modifier leurs habitudes.
en raison principalement de l'existence des champs non utilisés et prénoms utilisés. Le professionnel verra simplement apparaître de nouveaux champs dans son logiciel et sur les documents de santé qu'il va gérer. La compréhension des enjeux et des bénéfices attendus nécessite un effort important de pédagogie. Merci Manuela pour ces explications. Alors nous l'avons vu, il y a beaucoup de documents du GIE Sésame Vital, de l'ANS à prendre en compte. Elsa et Sébastien, quel est l'accompagnement fourni par le GIE Sésame Vital et l'ANS pour guider les éditeurs dans leurs travaux ? Avant tout, on a fait ce constat que la documentation sur INS était vraiment riche et assez foisonnante, qu'il y avait beaucoup d'interlocuteurs pour les éditeurs. Donc on a choisi de créer ensemble avec le GIE Sésame Vital, le CNDA et l'ANS un parcours qu'on a sur la plateforme Genius, le parcours INS. Donc ce parcours en fait, va permettre aux éditeurs, dans un premier temps, de tester l'éligibilité de leur solution, va leur permettre de tester si leur solution nécessite de mettre en œuvre l'INS en quelques minutes avec un petit quiz. Ce parcours Genius va ensuite présenter les différentes étapes dont on a parlé tout à l'heure, intégration, implémentation, diffusion, et aider les éditeurs à se référencer à la bonne documentation, aux bonnes ressources documentaires que nous avons pu tous ensemble rédiger. Par ailleurs, on indique aussi dans ce parcours les contacts que les éditeurs vont devoir solliciter à chacune de leurs étapes de développement ou de déploiement. Donc on vous invite vraiment à consulter ce parcours Genius qui peut être vraiment la porte d'entrée pour les éditeurs pour appréhender le sujet INS. Merci Elsa pour cette présentation de Genius. Mais d'autres moyens encore sont mis en œuvre et à disposition des éditeurs. Sébastien, quel est l'accompagnement fourni par le GIE Sésame Vital aux éditeurs ? Alors c'est le centre de service du GIE Sésame Vital qui est le point d'entrée unique pour les éditeurs, pour toutes les questions qui peuvent se poser sur l'INS, que ce soit sur le guide d'implémentation INS ou l'intégration téléservice INSI. Auparavant, c'est vrai qu'il y avait 2 points de contact entre le GIE Sésame Vital et l'ANS, et selon le type de question, il fallait s'adresser à l'un ou à l'autre. Dans un souci de simplification et pour faciliter le travail des éditeurs, nous avons convenu conjointement avec l'ANS que ce soit le GIE qui soit le point d'entrée unique. En parallèle, il est tout à fait possible d'organiser avec les éditeurs des entretiens bilatéraux avec l'ANS et le GIE Sésame Vital, donc portant sur l'INS, pour les aider à intégrer l'INS dans leur logiciel et suivre leur déploiement. En un an, on a réalisé 180 entretiens avec un peu plus de 150 éditeurs. Donc voilà, c'est une sorte d'assistance en direct qu'on a mis en place. Au-delà de cette assistance en direct, voilà, il y a de nombreux moyens de communication qu'on met à disposition pour informer les éditeurs. On a fait un webinaire de formation sur le développement du téléservice INSI qui est disponible en replay sur l'espace industriel du GIE Sésame Vital. Et on a également l'ensemble des informations et des actualités de l'INS qui sont disponibles donc, sur notre espace industriel, sur notre site public, via la lettre d'information industrielle mensuelle et des mailings qui sont envoyés directement aux éditeurs. Effectivement. Elsa, l'ANS a réalisé également nombre de supports. Tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'éditeur, vous avez plusieurs documents à votre disposition sur le site de l'ANS. Par exemple, dans le cadre du Ségur, nous avons publié un tout petit peu avant l'été un document qu'on a appelé le pas à pas INS Ségur. C'est un document qui vous permet de mieux appréhender ce qu'on vous demande dans le cadre des DSR, le type de preuves qu'on vous demande d'apporter pour qu'on puisse savoir si vos logiciels sont INS compatibles. Vous pouvez retrouver aussi des cahiers de tests métiers, c'est-à-dire que dans le cadre du Ségur, on ne vérifie pas l'intégralité du respect du guide d'implémentation INS, on vérifie les parties les plus importantes du guide d'implémentation, mais on a aussi produit un cahier de test qui vous permet de vérifier que l'exhaustivité des règles du guide d'implémentation. Et régulièrement, à peu près tous les 2 mois, on organise des webinaires à destination des éditeurs qu'on anime régulièrement avec le GIE Sésame Vital également. Et lors de ces webinaires, nous mettons en lumière en fait les points clés du guide d'intégration et du guide d'implémentation INS, et on essaie aussi de prendre un temps important de questions-réponses avec les éditeurs qui du coup arrivent avec leurs questions et à qui on apporte toutes les réponses possibles en séance. Ok. Alors, il y a une demande qui a été beaucoup remontée. Existe-t-il des outils pour faciliter la communication sur l'INS entre les éditeurs et les professionnels de santé ?
Alors oui, on a aussi cherché, au-delà de la documentation éditeur plus technique, à avoir tout un package de communication plus généraliste pour permettre aux éditeurs de sensibiliser les professionnels de santé. Donc vous pouvez télécharger sur le site de l'ANS ce qu'on a appelé le kit de communication, avec des affiches, des dépliants qui sensibilisent les professionnels, voire même les usagers à ce qu'est l'INS, à l'arrivée de l'INS. Pour les structures de santé, on a également publié un guide de mise en œuvre qui explique aux structures de santé, étape par étape, les chantiers qu'elles doivent mener pour mettre en place l'INS dans leur structure. Donc là aussi, les éditeurs peuvent s'emparer de cette documentation et la mettre en évidence de leurs clients. On a pu produire aussi de la documentation un peu plus spécifique, un peu plus technique sur quelques points comme la commande des produits de certification par exemple, donc qui vont aider les clients des éditeurs à commander les cartes CPX et ou les certificats logiciels nécessaires à l'appel du téléservice. Et de la même façon qu'on anime des webinaires à destination des éditeurs, on anime aussi très régulièrement, pareil à horizon tous les 2 mois environ, des webinaires à destination des structures dont les replays sont également disponibles sur le site de l'agence. Donc vous pouvez vraiment en tant qu'éditeur mettre en évidence cette documentation auprès de vos clients et ça nous aidera à les sensibiliser et à les accompagner dans la mise en œuvre de l'INS. D'accord, donc nous avons vu qu'il y a des outils et des documents pour accompagner les éditeurs dans leurs travaux sur l'INS. Il y en a-t-il également sur l'identito-vigilance ? Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir un réseau d'experts en identito-vigilance dans les régions, le Trois-Rives, qui a produit une documentation très très riche sur la partie métier, sur la partie identito-vigilance. Toute cette documentation, ces fiches pratiques sont disponibles sur un site, sur le site Resana, dont le lien est aussi mis en évidence sur la page de l'ANS. Et quand les professionnels de santé, quand les structures de santé ont des questions en matière d'identito-vigilance, ils peuvent aussi faire appel au référent régional en identito-vigilance de leur région, dont les contacts figurent sur le site de notre agence. Merci Elsa et Sébastien, c'est très clair. Alors, une fois que les éditeurs ont implémenté l'ensemble des livrables et du corpus documentaire que nous venons d'évoquer et obtenu l'autorisation du CNDA, ils peuvent passer au déploiement de l'INS. Alors, comment cela s'est-il traduit en termes de chiffres de déploiement, Sébastien ? Aujourd'hui, l'identité nationale de santé, c'est vraiment une réalité sur le terrain. À ce jour, on a 97 éditeurs qui ont été autorisés pour le CNDA, ce qui représente 151 logiciels. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. J'ai regardé ce matin, il y a 16 éditeurs qui sont en cours de test au CNDA actuellement. Côté usage, on est déjà à 83 solutions déployées chez plus de 19 000 procès de santé libéraux ou dans des structures de soins ou médico-sociales. Ça représente un nombre de sollicitations en septembre. On a dépassé le million d'appels au téléservice INSI en septembre. Et ça devrait doubler en octobre et dépasser 2 millions en octobre. C'est l'occasion pour moi en fait, de souligner que depuis quelque temps, le GECN Vital met à disposition sur son site web les statistiques, l'ensemble des statistiques d'usage du téléservice INSI, donc de façon libre, qui donnent le nombre d'appels et le nombre d'utilisateurs du téléservice INSI par département, par éditeur et par établissement. Un déploiement qui ne cesse d'augmenter et qui est déjà significatif. Alors, nous allons prendre maintenant quelques questions des participants. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le site evals.fr, code Sésame. Donc, on va voir les questions. Alors, voilà. Dans quel cas, première question, dans quel cas un patient pourrait-il avoir plusieurs INS ? Alors, Raphaël ? Oui, je peux peut-être répondre. Oui. Le principe de l'identité nationale de santé, c'est qu'elle soit unique. Donc, la règle générale, c'est qu'un patient, normalement, n'a qu'une identité nationale de santé. Il y a un cas qui peut se produire, qui est si vous appelez le téléservice INSI au travers des traits d'identité du patient, comme il n'est nécessaire que d'utiliser que 4 traits pour appeler le téléservice, nom de naissance, un des prénoms, date de naissance et sexe, par exemple, sont une combinaison qui permet d'appeler le téléservice INSI. Il existe des cas où il y aura plusieurs personnes qui correspondent à cette combinaison de traits. À ce moment-là, le téléservice va vous dire il y a un problème.
je ne peux pas vous renvoyer une identité nationale de santé unique parce qu'il y a un doute entre deux personnes qui sont avec une identité assez proche. Et donc dans ce cas-là, c'est d'ailleurs largement décrit dans toutes les procédures d'identité-vigilance qui ont été décrites, il y a plusieurs méthodes. Il y a notamment une méthode qui est de rentrer des traits supplémentaires. Par exemple, un prénom supplémentaire, un deuxième prénom, un troisième prénom s'ils existent. Mais également de rentrer le lieu de naissance, qui peut être vraiment discriminant et permettre donc dans un deuxième appel de recherche d'avoir à ce moment-là une identité unique qui vous est retournée, la bonne identité nationale de santé du patient. Une autre possibilité, évidemment, si c'est possible et que le patient est en présentiel et dispose de sa carte vitale, d'utiliser non plus l'appel par trait à ce moment-là, mais l'appel par carte vitale, qui lui, généralement, va vous permettre de récupérer donc une identité nationale de santé unique. Après, si jamais il y a des cas où il reste des doutes, à ce moment-là, il ne faut donc pas qualifier l'identité nationale de santé et on aura l'occasion de revenir peut-être sur ces quelques cas ultérieurement. Oui, je pense. Merci Raphaël. Donc, deuxième question. Vous avez parlé du NIR familial. Pourquoi ne pas avoir utilisé le NIR individuel qui, justement, est valide par individu ? Je peux prendre la réponse. Je pense que, alors il a été évoqué le NIR familial, mais c'était justement pour distinguer le numéro de sécurité sociale qui est utilisé dans le remboursement de l'assurance maladie, où là c'est vrai que c'est le NIR de ce qu'on appelle l'ouvrant droit, donc du parent, et donc qui peut représenter une famille. Dans le cas de l'INS, c'est bien le NIR individuel, c'est bien ce qu'a expliqué Grégory Gazzelli, c'est le numéro de l'individu qui est retourné, et il y en a un par personne, et chaque personne, chaque individu, même les enfants, ont un INS, un matricule INS. D'accord. Peut-être juste pour compléter, l'identité nationale de santé, ça représente quelque part l'identifiant, le matricule INS, le numéro d'identification au répertoire individuel. Après, en termes de vocable vis-à-vis du patient, il nous reste encore beaucoup en termes de communication, notamment avec les mentions sur les documents de santé ou les mentions dans mon espace santé de cette identité nationale de santé. Mais c'est important et le nom est assez évocateur, je trouve, identité nationale de santé, qu'on sache de quoi on parle et on sache que ce soit vraiment l'identité partagée entre tous les professionnels autour d'un patient donné. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi, par exemple, d'appeler ça le projet NIR individuel ou NIR de la personne qui aurait pu effectivement être un équivalent. D'accord. Merci Sébastien Raphaël. Donc on va prendre une troisième question. Quels contrôles sont effectués pour assurer que le téléservice remonte l'INS du bon assuré dans le cas par exemple d'enfants sur la carte vitale de leurs parents? Je vais répondre. Donc, quand on appelle le téléservice INSI pour rechercher l'INS par carte vitale, le logiciel doit mettre en entrée les informations qui sont issues de la carte vitale, donc le NIR de l'ouvrant droit, mais également aussi la date de naissance et le rang de naissance de la personne, donc de l'enfant par exemple, ce qui permet à la CNAM, dans la base de référence, de retrouver bien l'INS de l'enfant et ne pas retourner bien sûr l'INS du parent. Par ailleurs, de toute façon, ce qui est retourné, ce n'est pas qu'un numéro, on le rappelle, c'est aussi les traits d'identité. Et donc, il doit bien y avoir une vérification au niveau de la personne qui a appelé le téléservice, que les traits d'identité correspondent à la personne qu'elle a en face d'elle. D'accord, merci Sébastien. Alors, on va prendre une autre question qui sera probablement la dernière en fonction du temps que nous avons. Quelles sont les conditions d'accès au service INS ? Je peux peut-être commencer par les conditions juridiques et puis après, peut-être que Sébastien ou Elsa reprendront les questions plus techniques. L'enjeu, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment dans le cadre de la prise en charge. L'identité nationale de santé, il n'est pas question de mettre des fichiers d'identité en ligne accessibles à tout le monde. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment que ce soit dans le cadre de la prise en charge. C'est d'ailleurs pas juste une possibilité, c'est une obligation. Depuis le 1er janvier 2021, si vous référencez des données de santé et que vous êtes un acteur de la prise en charge, vous devez référencer les données de santé avec l'identité nationale de santé lorsqu'elle existe, ce qui est le cas pour la très grande majorité des personnes. Donc ça, c'est le cadre général. Après, en termes de déclinaison technique sur les questions de comment on s'authentifie auprès du téléservice, je peux peut-être laisser Sébastien Oui, donc voilà. Alors, il y a deux moyens d'authentification qui sont mis en place, qui permettent de s'assurer que justement c'est bien du personnel qui est dans le cadre de la prise en charge, donc soit un professionnel de santé, soit une personne d'un établissement. Et donc les deux moyens techniques, c'est la carte à puce, soit la CPS, la carte du professionnel de santé, soit la CPE, la carte du personnel d'établissement. Et l'autre moyen, j'en parlerai un peu plus tard, c'est le certificat logiciel de personne morale qui identifie, là cette fois-ci, l'établissement de soins ou la structure de soins.
Ok, merci Sébastien et Raphaël. Nous allons donc passer à la suite et la deuxième partie de notre émission. Démarrons à présent le deuxième temps d'échange de notre actu en nous appuyant sur un cas d'usage et des retours d'expérience. Ce cas d'usage va nous permettre d'illustrer l'intérêt et la plus-value de l'INS lors de l'échange d'informations de santé entre les différents acteurs. Alors, avant de donner la parole à nos invités, je vous propose de visionner une courte animation vidéo qui nous montre l'utilisation de l'INS dans le parcours de soins d'un patient. Sarah Lou, sur les conseils de son médecin traitant, doit se rendre à l'hôpital pour une consultation chez une spécialiste en rhumatologie, afin de comprendre l'origine de ses problèmes de dos. Pour cela, elle est orientée vers l'hôpital où exerce la praticienne recommandée. L'identité nationale de santé de Sarah Lou est récupérée par la personne qui l'accueille à l'hôpital depuis son logiciel administratif. Cette identité unique est partagée par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le parcours de santé de Sarah Lou. Cela permet de garantir que les données de santé sont associées à la bonne personne et de faciliter les échanges et le partage d'informations médicales. L'identité nationale de santé, ou INS, est composée du matricule INS et de 5 traits d'identité. Le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. L'agent d'accueil demande à Sarah Lou de lui présenter une pièce d'identité à haut niveau de confiance, comme sa carte nationale d'identité, son passeport ou son titre permanent de séjour. Cela permet à l'agent d'accueil de s'assurer qu'il a le bon patient en face de lui et que les deux identités correspondent bien, celle sur la pièce d'identité et celle récupérée dans le logiciel. Une fois cette étape terminée, l'INS est qualifié et peut être transféré vers le logiciel de la spécialiste qui l'examinera. Lors de l'examen, le docteur Bernard pose un diagnostic sur l'origine de son mal de dos. Pour le confirmer, la spécialiste demande à Sarah Lou de pratiquer un examen complémentaire et lui établit une demande d'examen de radio de son dos à réaliser dans un cabinet en ville. Sarah Lou se rend au cabinet de radiologie où elle n'est pas connue. L'agent d'accueil scanne le code à barre 2D et crée directement le dossier de Sarah Lou avec les traits d'identité de l'INS. Sarah Lou est ainsi certaine que son identité sera bien la même qu'à l'hôpital. Pendant ce temps, le compte-rendu de consultation du docteur Bernard, sur lequel l'INS apparaît, est transmis à Sarah Lou dans Mon Espace Santé, via son adresse matriculeins@patient.mssanté.fr, puis à son médecin traitant via sa messagerie sécurisée de santé. Le médecin traitant dispose déjà de l'INS de Sarah Lou. Grâce à l'INS, c'est beaucoup plus facile pour lui de rapprocher l'identité inscrite sur le compte-rendu de la spécialiste avec le bon dossier patient dans son logiciel. Il y a moins de risques d'erreur, comme celui par exemple d'enregistrer le compte-rendu dans le mauvais dossier. Il pourra ensuite déposer le compte-rendu de sa consultation avec Sarah Lou dans son dossier médical partagé. Sarah Lou pourra de son côté le consulter à partir de Mon Espace Santé. Voilà, l'INS, c'est l'assurance de maintenir une cohérence de l'identité dans un parcours de soins parfois complexe et faisant intervenir plusieurs acteurs. C'est la première brique pour répondre aux besoins accrus d'échange et de partage des données de santé en toute sécurité. Cette animation sera mise à votre disposition sur l'espace industriel afin que vous puissiez vous en servir comme support de communication. Écoutons maintenant les témoignages d'éditeurs de logiciels et de structures utilisatrices. Alors nous l'avons vu dans notre animation, dans notre cas d'usage, nous avons vu la récupération et la qualification de l'INS dans le logiciel administratif de l'hôpital. Pour en parler, j'ai avec moi en duplex Madame Christine Bruni de Dédalus France. Madame Bruni, bonjour. Pouvez-vous nous faire... Bonjour. Pouvez-vous nous faire part, Madame Bruni, de votre expérience ? Oui.
Alors, Dédalus est un partenaire qui s'est engagé très tôt aux côtés de l'État sur la feuille de route du numérique de santé. Nous nous positionnons sur 3 des 6 couloirs du Ségur, l'hôpital, le laboratoire et la radiologie. Et nous travaillons à mettre à jour l'ensemble des solutions concernées de notre portfolio pour être Ségur compatible. Notre logiciel de gestion administrative du patient Hexagon Web se positionne dans les établissements de santé en tant que logiciel référentiel des identités, c'est-à-dire le logiciel dans lequel sont créées les identités avant qu'elles ne soient diffusées au reste du système d'information. Pour ce type de logiciel, la première marche à franchir est l'intégration du téléservice INSI pour permettre la récupération des INS. Pour réaliser cette partie essentiellement technique, nous nous sommes appuyés sur le guide d'intégration du GE Sésame Vital et sur le cahier de test du CNDA pour préparer le passage de l'autorisation. Madame Bruni, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de cette étape et est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du temps et des ressources que vous avez consacrées à tous ces développements ? Oui, alors, donc, comme je vous le disais, notre expérience passée sur le développement d'autres téléservices de l'assurance maladie nous a permis de gagner du temps. Nous avions déjà l'habitude des procédures du GE Sésame Vital et du CNDA. Et par ailleurs, nous disposions déjà de la technologie permettant la lecture des cartes CPX et Vital. À titre d'illustration, nous avons démarré les travaux en mars 2020 et ils étaient prêts mi-juin 2020. Ces développements ont mobilisé une ressource dans mon équipe. Notre passage au CNDA a eu lieu mi-octobre, après la fin des développements fonctionnels. Et en termes de bonnes pratiques identifiées, nous pouvons conseiller aux autres éditeurs de rentrer rapidement en contact avec le CNDA afin de réaliser au plus tôt toutes les démarches administratives et éviter ainsi que ces dernières ne se retrouvent sur un chemin critique dans le projet. Très bien, ok. Alors, au-delà de ces développements techniques, vous avez également dû faire évoluer votre logiciel afin qu'il soit conforme au guide d'implémentation de l'INS. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui. En parallèle de cette étape technique d'intégration du téléservice INSI, nous avons travaillé sur l'aspect fonctionnel du projet, c'est-à-dire les évolutions nécessaires sur le volet de l'identitovigilance. En tant que logiciel référentiel des identités, nous devons respecter l'ensemble des exigences prévues par le guide d'implémentation de l'INS et les instructions du RNIV. Notre logiciel était déjà conforme aux préconisations nationales en termes d'identitovigilance avant qu'elle n'évolue. Toutefois, pour l'INSI, nous avons dû l'enrichir, entre autres, en réintégrant les tirets et les apostrophes dans les caractères autorisés pour les identités, en ajoutant le champ prénom utilisé qui manquait et sur lequel il y a eu un long débat pendant le pilotage, les nouveaux statuts de l'identité, à savoir récupérer et qualifier, de nouveaux attributs de l'identité induits par l'INS, à savoir douteuse et fictive. On a implémenté les règles de gestion décrites dans le guide d'implémentation de l'ANS et dans le RNIV non encore présentes dans notre logiciel. Et en termes d'interopérabilité, nous avons dû faire évoluer nos connecteurs pour transmettre l'INS au logiciel abonné. Nous avons également développé pour nos clients des outils permettant de préparer leur base d'identité à l'accueil de l'INS. Dans ces travaux, et pour la bonne compréhension du guide d'implémentation, nous avons pu solliciter l'ANS et le GE Sésame Vital qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Et dans le cadre du pilotage national, nous avons eu de nombreux échanges avec eux. Ces évolutions fonctionnelles ont été réalisées en 50 jours hommes. Dans la mesure du possible, nous conseillons vraiment aux autres éditeurs de mener les travaux sur l'intégration des téléservices en parallèle de l'implémentation des règles métiers. Très bien, merci Madame Bruni. Et je sais que vous avez commencé à déployer votre solution sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui et nous donner quelques chiffres ? Oui, actuellement, 15 établissements sont en production, dont plusieurs en mode GHT et 9 établissements sont en test. Le déploiement de l'INS demande aux établissements la mise en place de nouvelles pratiques ainsi qu'une évolution des organisations et des compétences impliquant une préparation avant le déploiement. Sous l'impulsion du Ségur de la santé, le reste donc de notre parc, environ 160 établissements, va suivre rapidement sur le dernier trimestre 2021 et le début de l'année 2022. Merci beaucoup, Madame Bruni, pour ce témoignage très éclairant sur les travaux à mener pour un éditeur de logiciels référentiels des identités.
Alors, le déploiement de l'INS impacte les éditeurs, mais également les structures. Je vous propose donc maintenant d'écouter le témoignage du centre hospitalier de Cahors avec monsieur Vincent Goutine et madame Sandrine Baudel. Tous deux vont nous présenter la manière dont ils ont procédé pour déployer l'INS au sein du centre hospitalier. Donc, je vois que vous êtes connectés. Si vous pouvez nous dresser un rapide état du déploiement de l'INS au sein du CH de Cahors et puis nous dire un peu combien de temps ça vous a pris pour déployer votre version gamme et puis quel est le pourcentage d'identité qualifiée, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, nous sommes en production sur l'INS depuis le 15 décembre 2020, après toute une étape bien sûr de projet d'implémentation. Nous avons mis plusieurs mois à mettre en œuvre cette solution. Le temps estimé aujourd'hui pourrait être à peu près de 3 mois selon mes prévisions, mais nous avons eu un déploiement un petit peu particulier puisque nous étions dans la liste des établissements préfigurateurs de l'INS et donc notre déploiement a été un petit peu plus volumineux. Alors, vous donnez quelques chiffres. Aujourd'hui, nous avons à peu près 96% de taux de réussite d'interrogation de l'INS pour un taux de 72% d'identité qualifiée. Ça, ce sont les résultats la semaine dernière. Ensuite, nous avons 24% d'identité récupérée. Ça veut dire qu'on a récupéré l'INS, mais on n'a pas pu le comparer à une pièce d'admission type carte d'identité, donc on n'a pas qualifié, on l'a mis au statut récupéré. Et on a à peu près 4% d'identité confirmée. Donc ce sont des identités pour lesquelles on a la pièce d'identité, mais on n'a pas encore interrogé l'INS. Donc voilà à peu près quelques chiffres très récents. Parfait, merci. Et quelles ont été vos bonnes pratiques? Est-ce que vous avez des recommandations? Nous, le choix que nous avons fait, c'est de rebasculer l'ensemble des identités sur le statut provisoire, de manière à pouvoir rechecker régulièrement et éviter les erreurs. Ensuite, on a aussi limité les points de création d'identité avec 3 points de création, bureau des entrées, accueil des urgences et accueil de la maternité. Ensuite, on a régulièrement fait on a beaucoup accompagné les agents du bureau des entrées, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé à l'équipe en amont pour leur présenter un petit peu les principes de l'INS. Et après, il y a eu l'équivalent d'à peu près une demi-journée de formation pour les manipulations et refaire un petit peu tout le cycle d'identito-vigilance en intégrant l'INS. Merci Madame Baudel. Et quelle a donc été la plus-value de l'INS au sein du centre hospitalier de Cahors? Question cruciale. La plus-value de l'INS, moi je dirais, j'en vois 3 essentiellement. La première plus-value, c'est de disposer d'une identité de qualité. Ensuite, la deuxième plus-value, pour nous, a été de faciliter l'effusion et les rapprochements des identités, notamment parce que nous sommes en mode GHT, c'est-à-dire que nous sommes avec un serveur d'identité unique et commun avec le centre hospitalier de Gourdon, et donc disposer d'un INS est un élément supplémentaire à vraiment sécuriser la fusion des patients, et puis ensuite, eh bien, cet INS fluidifiera les échanges et le partage des données de santé à partir d'identités qualifiées, plus sûres, pour une meilleure prise en charge de nos patients. Quelles sont pour vous les prochaines étapes pour poursuivre la mise en place de l'INS au sein du centre hospitalier de Cahors? Les prochaines étapes vont être, maintenant que l'on récupère cet INS et que l'on l'exploite, les prochaines étapes vont être de le diffuser et de l'utiliser pleinement pour le partage de données de santé. Comme beaucoup d'établissements de santé, nous allons rentrer dans le Ségur du numérique très rapidement afin de pouvoir mettre en œuvre
la diffusion de l'INS, alors en premier lieu vers notre DPI, mais aussi vers notre logiciel de laboratoire et aussi vers notre logiciel de radiologie, donc les services plutôt médico-techniques, afin que les données produites par ces logiciels puissent être échangées par des acteurs externes, les publications au DMP bien sûr, mais aussi les acteurs externes qui sont partie prenante dans la prise en charge de nos patients. Merci beaucoup, Monsieur Goutine et Madame Baudal. On voit bien dans votre retour d'expérience que l'INS n'impacte pas seulement le système d'information, mais également l'organisation et l'identitovigilance dans les établissements. Sur ce point-là, nous en avons déjà parlé avec Manuela Oliver. Le document de référence en la matière est le référentiel national d'identitovigilance. Et si nous reprenons le parcours de l'INS, nous avons vu dans notre animation vidéo et les précédents témoignages qu'une fois l'identité qualifiée dans le logiciel administratif, le matricule INS et les traits d'identité sont véhiculés vers les logiciels de soins, et notamment vers le logiciel de dossier patient informatisé. Je vous propose donc désormais d'écouter Jérôme Fontanier et Éric Marchand de MainCare. Messieurs Fontanier et Marchand, bonjour, comment avez-vous implémenté l'INS dans vos DPI ? Alors, on a un petit slide qui présente un peu tout ça. Globalement, en fait, l'implémentation de l'INS dans le dossier patient Crossway de MainCare s'est fait en 2 étapes. Nous avons développé 2 versions. Une première version dite en mode esclave, donc qui permettait de visualiser l'identité INS que l'on recevait de la part d'une gamme, de pouvoir intégrer cette INS donc dans des bandeaux patients, dans des zones de recherche, dans les étiquettes patients, c'est-à-dire que dans toutes les zones où on affiche l'identité du patient dans un Crossway, de pouvoir avoir en fait l'information de l'INS, typiquement les documents, voilà. Donc toutes les zones où on voit l'INS, c'était une version que l'on a sortie donc vers la fin de l'année, et la version que l'on a sortie et qu'on a certifiée CNDA au 23 décembre 2020, c'était la version dite maître, donc celle qui permet en effet d'appeler le téléservice INS, de récupérer l'INS, de pouvoir le comparer, faire de la comparaison entre l'identité locale et puis l'identité INS, et puis bien sûr en fait de pouvoir stocker cette INS. En plus, donc il y avait des notions de liste de travail pour pouvoir suivre en fait donc ces INS, et puis aussi d'alimenter l'infocentre, puisqu'on a différents modules d'infocentre en fait qui permettent de pouvoir checker et de suivre en fait les identités INS selon les statuts que l'on peut récupérer en fait avec l'appel du téléservice. Ok. Et concrètement, en fait, comment avez-vous procédé et comment s'est passé chez MainCare le travail d'implémentation de l'identité nationale de santé ? Alors, ce travail s'est fait automatiquement dès qu'on parle d'identité chez un éditeur de santé. Ça impacte beaucoup d'applications. Donc, c'est vrai qu'on a mené un groupe de travail interne pour pouvoir vraiment suivre donc ce qui avait été écrit dans le guide d'implémentation, et d'avoir en fait une gestion globale dans toutes les applications pour pouvoir, entre notre gamme, nos flux et puis notre DPI, avoir une bonne gestion de l'INS, le récupérer, ou alors en fait du moment où Crossway appelle, s'il est maître, de pouvoir le dispatcher. Ça a été très intéressant de pouvoir discuter donc avec les rédacteurs du guide d'implémentation. Ça nous a permis de rebondir sur 2-3 choses. C'est vrai que c'est des guides institutionnels qui sont qui peuvent être difficiles à bien mesurer. Donc on a pas mal échangé avec eux, et ça nous a bien aidé. Côté développement, j'ai mis ici sur le slide, et on a 2 personnes qui ont travaillé là-dessus sur une période de 8 à 9 mois, mais c'est des gens qui travaillaient sur le DMPV2, sur des développements Ségur, donc ils n'ont pas travaillé au long cours uniquement sur ce projet-là. Eric, tiens, je te laisse la main sur la partie... Oui, donc ce qu'on peut dire donc sur le chantier de développement INS, c'est que, comme ça a déjà été dit, on est passé de quelque chose qui était présenté un petit peu comme quelque chose de purement technique au tout début par un appel de téléservice à
un volet plus conséquent avec un volet métier fonctionnel, notamment avec qui intègre les règles d'identité-vigilance avec la publication du RNIV et du guide d'implémentation INS. Donc, c'est ces documents de référence qui nous ont bien guidés dans nos développements et qui ont permis de cadrer, de clarifier ce qui était attendu et les exigences. Donc, on s'est beaucoup appuyé dessus. Après, on a également mené un certain nombre de travaux nécessaires en termes d'interopérabilité de nos solutions. Donc pour pouvoir échanger l'INS selon les nouvelles règles en vigueur et notamment conformément à la spécification IHEPAM, qui est le standard pour échanger les identités en France. Donc voilà, on a adapté nos connecteurs pour se conformer à ce qui était requis au niveau de IHEPAM. Très bien. Et en termes de déploiement, qu'en est-il du déploiement et de l'usage de l'INS dans vos structures utilisatrices? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Oui, avant les quelques chiffres, il y avait toujours sur le slide précédent en fait la notion qu'une fois qu'on a fini les développements, on a fait comme d'habitude bien sûr des petites sessions de présentation avec à peu près 250 participants chez nous. Et ces 2 sessions de présentation à la fois sur MGAM et sur mCrossway ont été génératrices de moult questions à la fois sur la partie institutionnelle que fonctionnelle. Si on reste sur ce slide-là, en fait sur la partie chiffres, les chiffres importants, ça montre quoi? Ils montrent que on a à peu près 85% d'INS qualifiés dans les traitements, donc ce qui est plutôt un très très bon résultat. Et par contre, après, c'est vrai, un résultat un peu moins bon en termes de déploiement. Pour les sites Crossway, on doit avoir à peu près, les chiffres, les slides, je vous ai fait il y a quelques semaines, mais on doit être à peu près à ça, entre 30 et 40% de gens qui sont soit en train de déployer, soit qui ont déployé en fait l'INS. Beaucoup nous disent on va déployer l'INS avec les versions référencées Ségur. Quels sont les prochains travaux que vous prévoyez sur l'INS chez Mindcare? Tous les travaux par rapport au Ségur, donc qui doit être sur les travaux à venir, donc de se mettre en conformité avec les exigences Ségur, qui reprennent une partie, comme ça a été dit, des exigences du RNIV et du guide d'implémentation INS. Donc il y a notamment au niveau de mCrossway, du DPI, une version qui sera la version conforme Ségur, donc en fin d'année, donc la 827R50, où on est en cours, où on a des travaux de développement pour renommer un peu les champs, donc ajouter le prénom utilisé, donc une nouvelle zone qu'on n'avait pas pour le moment, de revoir un peu la taille des différents champs pour être conforme à ce qui est exigé, d'avoir le data matrix INS sur les documents les documents de santé. Et puis on a aussi également encore quelques travaux à mener au niveau de l'interopérabilité, au niveau des flux et plus précisément sur la gestion des modifications, des suppressions d'INS, des cas qui peuvent se produire où là il faut pouvoir échanger ces informations. Donc comme c'est spécifié dans la norme IHEPAM, il y a des messages à 47, donc il y a un peu des travaux encore là-dessus. Et peut-être une dernière question, est-ce que vous avez des recommandations et des points de vigilance pour les éditeurs et les structures utilisatrices? En termes de recommandations, mais ça rejoint un peu ce qu'on a entendu précédemment. Pour les éditeurs, c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas pour ceux qui sont en cours de finalisation de développement ou qui vont vouloir passer l'homologation CNDA, qui n'hésitent pas à revenir vers les instances, parce que c'est vrai que ils nous ont permis, nous, de passer une homologation plus sereine et plus rapide, avec moins de rejeux, et donc c'était très intéressant de pouvoir échanger. La seconde recommandation qu'on peut faire, oui, c'est vrai, fonctionnellement, c'est pas très compliqué en fait pour un utilisateur lambda en fait d'appeler un téléservice, de retrouver une identité, qu'elle soit qualifiée, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu d'organisation au niveau de l'établissement, de l'architecture logicielle et d'identité-vigilance qu'il faut bien caler. Et donc, je pense qu'aux éditeurs, il faut, quand on voit, nous, le nombre de questions qu'on a eues à nos présentations, je pense qu'il faut vraiment en profiter
bien communiquer auprès des établissements pour les orienter là-dessus. Et la dernière recommandation qui était présente sur le slide, c'est pour les établissements, de bien mesurer qui est maître chez moi, qui reçoit l'identité INS, et comment on va œuvrer là-dessus avec les droits pour chacun des utilisateurs. Il y a un travail d'organisation à bien mener là-dessus. Voilà ce qu'on peut vous dire côté Menka. C'est très bien. Merci beaucoup, messieurs Marchand et Fontanier, pour cet éclairage et votre témoignage sur l'apport de l'INS dans un des pays. Alors, passons maintenant au sujet de l'interopérabilité, avec Monsieur Johan Poiron d'Interop Santé. Monsieur Poiron, bonjour. Je vous laisse nous présenter l'ensemble des travaux sur l'interopérabilité. Oui, donc bonjour à tous. Je vais essentiellement parler du transport de l'INS en interne, c'est-à-dire au sein d'un système d'information d'un établissement. Pour rappel, une fois qu'un INS a été collecté depuis le téléservice INSI, que l'identité soit au statut récupéré ou qualifié, les traits d'INS, à savoir le nom de naissance, liste des prénoms de naissance, date de naissance, sexe et code de lieu de naissance, viennent remplacer les éventuels traits d'identité qui préexistaient dans les systèmes, les traits généralement qu'on dit locaux. Ce choix de ne véhiculer qu'un seul jeu de traits et non deux dans les interfaces a permis de limiter les travaux à mener par les éditeurs sur vraiment la partie interopérabilité. Aucun segment n'a dû être rajouté, ce qui aurait eu des impacts évidemment majeurs dans la mise à jour de chaque interface. Aujourd'hui, le matricule INS s'ajoute aux autres identifiants transmis en HL7V2 et tous les traits évoqués dans le RNIV sont transportables dans ce standard, notamment le prénom et le nom utilisé. Ainsi, tous les travaux qui ont été menés côté Interop Santé ont consisté à faire évoluer la publication IHEPAM France afin de spécifier la manière dont l'INS devait être véhiculé dans le standard HL7V2. Bien qu'il s'agisse d'une évolution de l'extension française du profil IHEPAM, elle sera mise en œuvre dans toutes les interfaces HL7 qui devront véhiculer l'INS et les traits qualifiés. Je pense notamment aux prescriptions et résultats de laboratoire, au domaine de la radiologie ou encore tous les échanges de comptes rendus médicaux que l'on peut retrouver aujourd'hui dans un système d'information hospitalier. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que les travaux à mener par les établissements de santé sur la partie interopérabilité ne doivent pas être négligés. En effet, passer sur la version compatible INS d'un logiciel implique pour l'établissement de se doter de demi-connecteurs et de tester l'ensemble des interfaces afin de s'assurer que l'INS est correctement véhiculé et réceptionné par les différentes applications. Effectivement, merci beaucoup Monsieur Poiron. Voilà qui nous donne une meilleure visibilité sur les impacts côté interopérabilité et les travaux à mener par les éditeurs de logiciels esclaves de l'identité. Alors continuons maintenant à suivre le parcours de l'INS, comme illustré dans notre vidéo de tout à l'heure. Nous avons vu que l'INS, une fois qualifié, peut être diffusé vers l'extérieur de la structure, par exemple vers un logiciel de gestion de cabinet de professionnels de santé libérale. Et pour évoquer ce sujet, je vais m'entretenir avec Madame Caroline Godin de CGDIM Santé. Bonjour Madame Godin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulée cette implémentation pour CGDIM Santé ? Alors chez CGDIM Santé, on a à cœur de fournir à nos clients qui sont des professionnels de santé libéraux des logiciels métiers qui sont à jour et conformes par rapport à la réglementation. Et donc, on a implémenté le téléservice INSI dans tous nos logiciels de gestion de cabinet. Donc, Crossway, Mediclick, monlogicielmedical.com, Maya Gestion, SimpliVital et Série 4000, afin de répondre à l'obligation d'indexer les données de santé avec l'INS à partir du 1er janvier 2021. Alors, chez CGDIM Santé, on a une organisation un peu particulière. On a une équipe R&D qui est dédiée au développement et à l'intégration des services d'interopérabilité. Cette équipe, elle est en charge d'analyser les spécifications fonctionnelles et techniques, de développer des API internes et de les mettre à disposition de chaque équipe R&D. Ensuite, du coup, chaque équipe R&D va faire les démarches pour l'intégration. Et ça commence, du coup, comme expliqué en début de session, qu'il faut envoyer les conditions particulières remplies au CNDA.
pour avoir le matériel de test, les cartes CPS et les cartes vitales. Et ensuite, on peut débuter l'intégration. Une fois que cette intégration est terminée, chaque équipe réalise les cahiers de test et les soumet au CNDA. Et si les cahiers de test sont validés, eh bien, on peut demander un passage d'examen. Et si l'examen se passe bien, on obtient l'agrément. Une fois qu'on a cet agrément, que le téléservice est autorisé en production, en fait, chez nous, on livre la fonctionnalité à un petit groupe d'utilisateurs qu'on appelle des bêta-testeurs. Donc, ces utilisateurs, donc des professionnels de santé, nous font des retours sur les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de l'utilisabilité ou bien des bugs. Donc là, les équipes R&D interviennent, corrigent. Et puis, une fois que la version est satisfaisante, la fonctionnalité est libérée progressivement sur le parc. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tous nos logiciels métiers sont autorisés sur le profil recherche seule, par trait d'identité et par lecture de carte vitale. Et là, on est en train on va faire les développements pour répondre au Ségur numérique avec les profils de vérification et puis l'utilisation des certificats serveurs. Très bien. Vous parliez des professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'utilisation de l'INS par les professionnels de santé que vous équipez ? Oui, alors du coup, j'ai interrogé quelques-uns de nos bêta-testeurs et il s'avère que du coup, l'utilisation du téléservice INSI est encore assez faible. En effet, les professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des auxiliaires de santé, ne sont pas très sensibilisés à l'utilisation INSI pour référencer les données de santé de leurs patients. Ils n'ont pas encore perçu le bénéfice que ça apporte. Pour eux, aujourd'hui, ils voient ça un peu comme une charge en plus, mais avec les kits fournis par l'ANS et le GIE, on va pouvoir les mobiliser à l'utilisation et leur montrer que ça permettra une meilleure prise en charge de leurs patients, ça sécurisera le partage des données, et puis au final, que ça leur fera gagner du temps sur leur gestion quotidienne. Et ça doit aussi du coup passer par une bonne intégration pour que ce soit une fonctionnalité utilisable facilement dans nos logiciels. Effectivement. Merci Madame Godin pour ce témoignage sur les logiciels de gestion de cabinet. Peut-être Elsa, tu souhaites compléter, fournir un complément d'information sur les actions auprès des professionnels de santé ? Oui, parce que vous avez raison de souligner que l'adhésion à l'INS par les professionnels de santé libéraux peut être un frein. C'est vrai que l'arrivée de l'INS et en particulier la nécessité de demander au moins une fois à l'usager de fournir une pièce d'identité peut être un peu mal vécue par les professionnels de santé libéraux. Mais en ça, on a deux points qui nous rassurent. Le premier, c'est qu'on a validé auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, auprès du CNOM, que ce n'était pas contraire à la déontologie de demander une pièce d'identité à l'usager pour vérifier la cohérence de l'identité de l'usager avec le retour du téléservice. Ça, c'était un point que nous opposaient souvent les professionnels libéraux. Donc là-dessus, on est rassurés. Et le deuxième point, c'est qu'on travaille maintenant depuis quelques semaines avec 3 CEPAM, la CEPAM Dordogne, Val-de-Marne et Bouches-du-Rhône. Ces 3 CEPAM sont allés à la rencontre de professionnels de santé libéraux et leur ont soumis en fait tous les documents de communication que nous avions pu produire. Les professionnels libéraux les ont globalement trouvés satisfaisants, nous ont aidés à les rendre peut-être encore plus concrets, encore plus adaptés en fait à leur pratique quotidienne. Donc désormais on a un kit de communication qui normalement a été revu avec les professionnels de terrain, et vous pouvez d'ailleurs en tant qu'éditeur vous inspirer d'un document qu'on a mis en ligne qui s'appelle INS et identito-vigilance dans le secteur libéral, et on vous invite vraiment en tant qu'éditeur à consulter cette documentation dans la communication avec vos clients et en particulier vos clients du secteur libéral. Bon, bien sûr, tous les supports qu'on peut produire ne remplaceront pas l'accompagnement que les éditeurs font. En tant qu'éditeur, c'est vrai que vous êtes aussi bien placé pour sensibiliser vos clients à l'arrivée de l'INS et aux impacts identito-vigilance. Donc la documentation qu'on peut produire, plus votre accompagnement, devrait nous permettre de progressivement mobiliser les professionnels du secteur libéral.
Ok, merci Elsa pour ces informations sur les actions et les supports de communication réalisés pour les professionnels de santé. Et merci à tous nos intervenants pour ces échanges concrets et enrichissants sur la mise en œuvre de l'INS. On va prendre maintenant quelques questions des participants. Donc une première question. Je pense que c'est l'identitovigilance. Doit-on retrouver l'INS sur les étiquettes d'identité, sur les tubes de prélèvement? Non, c'est l'hémovigilance. Pour l'hémovigilance, doit-on retrouver l'INS sur les étiquettes d'identité, sur les tubes de prélèvement? Donc Elsa, peut-être Oui. Je ne sais pas, oui. Alors, c'est vrai qu'en théorie, ce qui est inscrit dans le référentiel national d'identitovigilance, c'est qu'à partir du moment où on produit une donnée de santé, on doit y mettre l'INS dans son intégralité, matricule INS, nature du matricule, est-ce que c'est un NIR ou un NIA, le nom de naissance, au moins un des prénoms de naissance, la date de naissance et le sexe. Et si possible, on peut rajouter aussi le code de naissance. Mais par contre, on a prévu quelques exceptions à cette règle générale. Et typiquement, pour les étiquettes qui resteraient à usage exclusivement interne, par exemple les étiquettes qui ne transitent qu'au sein d'un établissement de santé, on peut envisager de ne mettre que certains traits, nom de naissance, premier prénom de naissance, date de naissance et sexe. Mais ça fait partie des rares exceptions. Les bonnes pratiques veulent quand même qu'on mette le maximum d'informations, dont le matricule INS, sur les données de santé. Okay, merci Elsa. Une deuxième question. Quel risque courent les établissements qui refusent de demander une pièce d'identité? Raphaël, oui. Alors, je pense que le premier risque, c'est d'abord un risque interne à l'établissement de difficultés dans la prise en charge. Parce que des erreurs d'identité, on n'a pas énormément parlé des détails, hein. Vous connaissez sans doute les cas des doublons, les cas des collisions, qui sont même heureusement moins fréquents, mais plus graves encore que des doublons, dans lesquels on range les données de deux patients différents dans le même dossier. Ça peut produire des erreurs de prise en charge et ce qu'on appelle parfois pudiquement un événement indésirable grave. Donc ça, c'est évidemment très mauvais pour l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est lui d'abord qui court un risque, notamment pour la qualité des soins qu'il procure. Donc on n'a pas de dispositif de contrôle. C'est pas notre sujet d'aller vérifier les établissements, les procédures d'identitovigilance. C'est plutôt notre enjeu, c'est aussi de faire comprendre aux établissements que c'est d'abord pour eux et la qualité des soins qui sont procurés aux patients que ce référentiel national d'identitovigilance a été créé. Donc Manuela est toujours en ligne. Donc Manuela, est-ce que vous souhaitez compléter Oui, éventuellement, je ne peux qu'acquiescer à ce que vient de dire Raphaël. Mais bon, globalement, moi, j'ai quand même passé 27 ans en établissement de santé, dont plus de 15 en tant que référent en identitovigilance. Et au niveau de la région PACA, j'anime un groupe régional depuis 8 ans maintenant. À ma connaissance, il y a peu d'établissements qui refusent de demander une pièce d'identité. C'est un peu rentré dans le fonctionnement de routine, puisque juste pour mémoire, l'identitovigilance, c'est arrivé dans les établissements de santé en 2002, donc on a quand même 20 ans d'antériorité. Le RNIV, c'est une grande avancée, mais ça ne fait que finalement rendre opposables des bonnes pratiques qui étaient conseillées depuis les années 2002. Ok, très bien. Merci Manuela, merci Raphaël. On va prendre une troisième question. Alors, dans le cas d'un logiciel esclave qui récupère l'INS via l'interface HL7, l'esclave doit-il vérifier l'INS transmis? Et dans ce cas, doit-il passer un agrément CNDA spécifique? Elsa, je crois que c'est pour toi. Alors oui, quand on reste dans le même domaine d'identification, donc quand on parle d'un logiciel maître qui envoie une INS vers un logiciel esclave, on n'a pas besoin d'appeler l'opération de vérification du téléservice INSI. Donc l'identité qui a été considérée comme qualifiée dans le logiciel maître peut passer en tant que telle dans le logiciel esclave. Donc pas besoin de l'opération de vérification dans ce cadre-là. Le cas où vous devez faire appel à cette opération de vérification, c'est quand on sort du domaine d'identification. Donc par exemple, quand un logiciel d'un professionnel en ville reçoit une INS réputée qualifiée d'un établissement de
santé. Là, on a affaire à 2 acteurs distincts. Et dans ce cas-là, l'acteur récepteur, dans le cas que je viens de citer, le logiciel de ville, doit appeler l'opération de vérification pour sécuriser l'INS qui lui a été transmis, par exemple, par l'établissement de santé. Okay, merci Elsa. Merci. Nous allons donc passer à la suite, la troisième partie de notre émission, donc le Ségur de la santé et les dernières évolutions. Nous abordons donc à présent la dernière partie de notre émission où nous traiterons du Ségur de la santé et de la dernière évolution des certificats serveurs et aussi de l'accompagnement pour les éditeurs, les professionnels de santé et les structures. Alors Sébastien et Elsa, jusqu'à récemment, il était nécessaire d'être doté d'une carte CPX nominative pour accéder au téléservice INSI. Il est désormais possible de recourir à des certificats serveurs. Oui, alors c'est moi qui vais répondre. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'offrir une alternative à l'usage d'une carte à puce, donc soit une CPS, soit une CPE, pour accéder au téléservice INSI, c'était une forte attente des acteurs du terrain, relayée par les éditeurs. Et donc pour cela, la CNAM a développé un nouvel mode d'accès au téléservice INSI basé sur les certificats serveurs, les certificats logiciels identifiant la personne morale, c'est-à-dire la structure de soins. Et le GIE a publié en juillet une nouvelle version du kit d'intégration décrivant cette modalité. Ce mode d'accès a été mis en production en septembre, et donc les éditeurs peuvent se faire autoriser au CNDA sur cette modalité. Pour info, il y a eu un premier éditeur qui, il y a quelques jours, a obtenu l'autorisation certificat serveur auprès du CNDA, donc c'est NEHS Digital. Ça, oui. Pour plus d'infos, on va aussi organiser le 16 novembre un webinaire en fait, pour justement expliquer plus en détail les modalités techniques d'intégration du certificat, comment ça se passe d'un point de vue technique et comment aussi l'établissement doit commander les certificats. Je rajoute juste deux précisions par rapport à ce que vient de dire Sébastien. Donc, la première, c'est que les éditeurs qui voudraient imiter ce premier éditeur et être autorisés CNDA pour l'accès à INSI par certificat logiciel donc peuvent commander des certificats de test auprès de l'ANS. Donc là aussi, si vous avez besoin d'aide pour la commande de ces certificats de test, vous pouvez consulter notre site sur lequel la procédure est détaillée. Et deuxième précision, c'est que l'appel au téléservice INSI par certificat logiciel, c'est une nouvelle possibilité, mais elle n'est pas neutre. Il faut que les structures qui utilisent cette modalité d'identification électronique aient bien en tête qu'il faut passer une procédure dite d'auto-homologation. C'est une procédure complètement interne au sein des structures qui vise à sécuriser que l'appel au téléservice INSI est réalisé en gros par des personnes habilitées à appeler ce téléservice. Donc on a là aussi essayé d'expliquer via un guide aux structures comment dérouler cette procédure d'auto-homologation, mais on sait que les éditeurs sont sûrement un peu sollicités par leurs clients pour les aider à réaliser cette procédure. Ok, merci Elsa. Donc passons maintenant à l'autre grande nouvelle de cette rentrée, qui est l'inauguration du guichet Ségur de la santé, pour que les éditeurs puissent faire référencer leur logiciel. Donc l'INS, on l'a vu, s'inscrit totalement dans le mouvement global de modernisation du système de santé et c'est pour cette raison qu'elle a été identifiée comme sujet prioritaire par le Ségur de la santé. Donc Raphaël, est-ce que vous pouvez nous fournir toutes les précisions sur la mise en œuvre du référencement Ségur de la santé et les financements octroyés aux éditeurs, la procédure à suivre pour un éditeur afin d'être référencé Ségur ? Absolument. Le Ségur numérique, c'est l'idée qu'on va accélérer le partage et l'échange sécurisé des données de santé entre professionnels et avec le patient. Pour ça, il y a une conjonction à la fois d'obligations réglementaires sur le partage et d'incitations financières qui sont mises en place. Sur les incitations financières, il y a 2 types d'incitations. Des incitations qui sont dédiées aux éditeurs pour déployer des nouvelles versions, c'est ce qu'on appelle le financement à l'équipement, et des incitations qui sont sur les acteurs de l'offre de soins qu'on appelle à l'usage, donc à l'atteinte de résultats, entre guillemets, dans le partage et l'échange. Alors, on va surtout évidemment se concentrer sur les questions de financement à l'équipement, donc pour lesquels les financements sont à destination des éditeurs. C'est des financements qui sont très conséquents. Le budget global du Ségur numérique, c'est 2 milliards d'euros.
dont une large partie pour le secteur médico-social qui avait beaucoup de retard. Et sur le secteur sanitaire, il y a donc des approches de découpage par task force qui ciblent un certain nombre de logiciels particulièrement clés dans l'échange et le partage des données de santé, notamment les dossiers patients informatisés, les référentiels d'identité, les logiciels de gestion de cabinet, les systèmes de gestion de laboratoire, etc. etc. Pour chacun de ces couloirs métiers, ces logiciels, il y a donc des spécifications qui ont été construites, qu'on appelle dans le jargon des DSR, des dossiers de spécification pour le référencement, qui contiennent d'ailleurs beaucoup d'exigences relatives à l'identité nationale de santé. Alors pas toutes les exigences relatives au guide d'implémentation, mais au moins les plus importantes, avec des scénarios de vérification, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vérifier que ces exigences sont bien remplies par les logiciels. Et donc il y a un guichet qui est tenu par l'ANS qui va vérifier que là où les éditeurs ont besoin d'avoir des autorisations CNDA, ils les ont bien. En complément de ça, sur telle et telle exigence, par exemple sur l'identité nationale de santé, qu'ils sont bien conformes avec des scénarios, des cahiers de tests pour valider ça. Et une fois que les éditeurs obtiennent leur référencement, à chaque fois qu'ils déploieront une nouvelle version compatible Ségur, entre guillemets, chez un client, ils pourront toucher un financement important pour cela. Et on a condensé toutes ces opérations dans un tunnel temporel qui nous amène entre maintenant et fin 2022, octobre 2022 pour certains logiciels, décembre 2022 pour d'autres, pour sécuriser qu'on n'était pas sur des projets à effet tunnel qui durent trop longtemps. Donc vraiment l'important, c'est que tous les professionnels de santé, que ce soit dans les établissements, les cabinets, etc., puissent avoir des versions Ségur compatibles et INS compatibles dans leur globalité d'ici la fin de l'année 2022. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, merci Raphaël. Je vous propose maintenant peut-être de prendre quelques questions. On va sûrement avoir des questions sur le Ségur. Le partage d'informations avec mon espace santé, implémentation de la reconnaissance de l'INS est donc indispensable. C'est donc l'INS et non le NIR qui sera utilisé pour partager nos informations. Alors, je peux peut-être répondre à cette question. La première partie, c'est peut-être inciter d'abord sur le donc l'INS et non le NIR. En réalité, le matricule INS, qui dans un certain nombre de cas est le NIR de la personne et dans un certain nombre de cas le NIA de la personne, est un des traits de l'INS. Donc ce n'est pas l'INS contre le NIR, c'est le NIR qui est en fait le matricule INS, est à l'intérieur de l'identité nationale de santé parmi l'ensemble des traits concernés. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un qui est dans l'autre quelque part. Et donc, est-ce que le matricule INS est clé pour mon espace santé? Oui, parce que le matricule INS, c'est une méthode pour alimenter notamment le DMP. Les transactions d'alimentation et de consultation sont basées sur le matricule INS, et donc c'est très important de pouvoir avoir qualifié l'INS pour pouvoir alimenter ou consulter le DMP. Et de la même manière, lorsqu'on veut par exemple partager un message ou à un citoyen, par exemple un compte-rendu de biologie, à son citoyen dans sa messagerie sécurisée de santé citoyenne dans son espace santé, eh bien, on le fait sur l'adresse matriculeins@santé mssanté patient.mssanté.fr. Je vais y arriver. Donc oui, c'est très important. Il y a néanmoins, et Sébastien pourra peut-être y revenir, encore des modalités transitoires sur les interfaces du DMP pour sécuriser la transition, mais c'est vraiment la logique générale. Qualification de l'INS permet le partage, y compris le partage avec le DMP et mon espace santé. Et je ne sais pas si Sébastien veut peut-être compléter. Juste une précision sur le DMP. Donc depuis la version 2 du DMP qui a été publiée, je crois, en 2018 de mémoire, ou même peut-être avant, c'est bien l'INS qui est utilisé, le matricule INS qui est utilisé pour accéder au DMP, donc soit le consulter, soit l'alimenter. Dans un premier temps, puisque les téléservices INSI n'étaient pas encore disponibles, on avait mis en place une transaction qu'on appelle la TD00, donc qui était temporaire pour pouvoir récupérer ce matricule. Cette transaction est encore disponible, mais depuis la version 2.4 du DMP, on incite les logiciels à passer sur l'INS récupéré, comme on l'a précisé, via le téléservice INSI. Et je rappelle que cette transaction TD00, qui était provisoire, va s'arrêter en 2022. Donc il est important de passer sur l'INS pour alimenter le DMP. Très bien. C'est très clair et complet. Donc on va prendre une autre question. Alors, est-il possible de s'authentifier à l'aide de la ICPS ? Alors, comme Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup d'acteurs nous ont fait remonter des difficultés sur les questions d'identification électronique, qui reviennent d'ailleurs immanquablement dans beaucoup de projets numériques en général et numériques en santé en particulier. Donc aujourd'hui, la première étape, c'est en complément de l'authentification par carte CPR,
S ou CPE, il y a eu donc la capacité d'avoir des certificats logiciels de type organisation pour les structures acteurs de la prise en charge pour s'authentifier au téléservice. Ça a été une première priorité qui a été remplie suite aux demandes du terrain. On est en train de regarder les autres demandes qu'il peut y avoir en termes de diversification des modalités d'identification électronique. Et notamment, évidemment, on est en train d'investiguer l'échéance à partir de laquelle on pourra utiliser ProSanté Connect et la ICPS pour s'authentifier au téléservice. C'est une demande forte pour des professionnels, notamment pour des situations en mobilité, et pour un certain nombre de cas d'usage. Mais donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On ne peut pas encore donner d'horizon temporel, mais c'est quelque chose qui est bien identifié. C'est dans notre ligne de mire. Voilà. D'accord. Donc nous allons prendre une dernière question. Est-il prévu d'ouvrir l'accès au téléservice INSI aux éditeurs d'applications web sur base de contrats CNDA par exemple et via certificat serveur? Alors, je vais peut-être répondre. C'est vrai, alors comme l'a expliqué Raphaël tout à l'heure, l'appel du téléservice INSI et l'usage du INS est réservé aux acteurs de la prise en charge. Et donc c'est pour ça que les moyens d'authentification, c'est d'authentification soit des professionnels de santé, soit des personnels d'établissement, soit de l'établissement. Mais aujourd'hui, réglementairement, un éditeur ne peut pas appeler le téléservice pour le compte d'établissement. On sait qu'il y a cette demande pour des applications en mode SaaS où l'éditeur, le logiciel d'éditeur est un peu l'interface entre l'établissement ou le professionnel de santé et le téléservice, mais aujourd'hui, réglementairement, ce n'est pas possible. Et si jamais, c'est un des chantiers qu'on est en train de regarder attentivement, évidemment, parce que c'est une forte demande, plus récente et qui était jusqu'ici moins prioritaire que la capacité pour un établissement de s'authentifier avec un certificat logiciel de personne morale. Si jamais ça se faisait un jour, ce qui est certain, c'est que ça nécessitera une contractualisation spécifique entre l'acteur de la prise en charge et son sous-traitant éditeur, et d'autre part que ça impliquera la transmission de l'identifiant, soit de la personne physique, soit de la personne morale, acteur de la prise en charge, au téléservice national, même si c'était le sous-traitant, c'est-à-dire l'éditeur qui s'authentifiait avec un certificat à lui. Donc c'est vraiment un sujet qu'on regarde, mais qui pour l'instant, on n'a pas encore l'avancement pour vous donner des perspectives plus précises. D'accord. Bon, il est temps maintenant de passer à la suite et à la conclusion de notre Actu INS. Donc il est effectivement maintenant temps de terminer notre émission. Raphaël, un dernier mot peut-être à adresser aux éditeurs? Peut-être un dernier mot, d'abord vous remercier personnellement d'avoir animé cette émission et d'ailleurs le GEC Amital pour l'avoir organisé. Un mot aussi aux éditeurs qui sont nombreux, je crois, aujourd'hui pour ce sujet qui est extrêmement important. Peut-être en synthèse pour rappeler que l'INS c'est vraiment essentiel, et moi ce que j'aimerais c'est que vous soyez convaincus à l'issue, que vous soyez déjà convaincus ou qu'à l'issue de cette émission vous soyez convaincus que l'INS c'est pas tellement parce que c'est obligatoire ou c'est pas tellement parce qu'il y a des financements Ségur, mais que en nous aidant en tant qu'éditeur, en vous engageant pour le déploiement de l'INS techniquement dans vos solutions, mais pas que techniquement, en allant aussi faire un travail d'évangélisation de vos clients sur l'INS, c'est aussi participer à un espèce d'ouvrage collectif qui fait que ça va mieux marcher en France, la santé numérique. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, le message dont on espère que vous retiendrez. On s'est donné un objectif peut-être un peu fou, qui était de se dire qu'à la fin de l'année 2022, on aurait 90% des échanges de données de santé qui contiendraient l'INS. Alors, on essaiera de savoir si on peut le mesurer dans les flux de messagerie sécurisée de santé ou dans les alimentations, dans les documents qui sont alimentés au DMP, d'aller regarder dans les entêtes CDA les INS NIR. Mais donc, on verra où est-ce qu'on en est fin 2022. Mais en tout cas, on s'est donné un objectif très ambitieux. On espère que vous nous aiderez à être au rendez-vous et que vous serez les ambassadeurs de l'INS sur le terrain. Voilà. Ok. Oui, plein de belles perspectives. J'ajouterai moi la perspective de l'intégration de l'INS dans l'appli carte vitale, puisque lors de l'activation de l'appli carte vitale par l'assuré, son identité nationale de santé sera récupérée par un appel au téléservice INSI, inscrite dans l'appli carte vitale et donc ensuite restituée à partir de l'appli lors de l'échange d'informations de santé entre les différents acteurs et dans le cadre du parcours de soins de l'assuré. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère vivement qu'elle vous aura permis de pleinement comprendre les enjeux de l'INS et son actualité. Et je voudrais remercier vivement encore une fois
toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible, donc Le Mans TV pour leurs locaux et le travail en régie, l'ensemble des intervenants. Et de manière plus large, en fait, toutes les équipes de la CNAM, du CNDA, de l'ANS, d'INS et du GIFC Zambital, voilà, qui travaillent depuis de nombreuses années pour faire du projet INS une réussite. Et surtout, merci à vous tous d'avoir assisté à notre Actu INS. Vous retrouverez le replay et les questions-réponses sur l'espace industriel, comme habituellement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Actu.